Alors, je pense qu'il faut expliquer ce qu'a été ce séminaire-là. À l'origine, c'est en fait le séminaire de Pierre Nora, celui qui a donné les lieux de mémoire, plusieurs tomes consacrés à des lieux précisément de la mémoire française. Et donc Pierre Nora, sur une période à peu près de 10 ans, a invité quantité de spécialistes à venir dans ce séminaire. Et chacune des contributions a donné lieu à une publication qui a donné les lieux de mémoire. Or, à un certain moment, Pierre Nora a mis fin à ce séminaire, mais il y avait ce désir de l'École des hautes études en sciences sociales à Paris, où s'était tenu ce séminaire, de poursuivre cette réflexion sur la mémoire. Alors, la tâche en a été confiée à 2 personnes, en l'occurrence Philippe Joutard et Bogoumil Koss-Yevchivitsky. Et donc, pendant 7 ans, ils ont animé ce séminaire, mais qui voulait, au contraire des lieux de mémoire qui étaient surtout spécialisés sur la France. D'ailleurs, Pierre Nora s'est interrogé dans les pages de sa revue Le Débat sur la possibilité même d'exporter le concept, je dirais pas la méthode, parce que c'est pas certain qu'il y ait une méthode derrière le lieu de mémoire, mais assurément le concept de lieu de mémoire dans d'autres pays. Donc, ce que Joutard et Koss ont voulu faire, ça a été d'internationaliser cette réflexion-là. Et je pense que le fait que Bogoumil, avec ce background polono et africaniste, ça a permis cette possibilité-là. Donc, ce qu'ils ont voulu faire, ça a été de comparer des expériences mémorielles, des représentations du passé, le rapport passionnel, parce qu'on est davantage, lorsqu'on est dans la mémoire, dans le registre de la passion, à l'histoire et à ces lieux de mémoire, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe de l'Est, que ce soit dans les Amériques, que ce soit aussi à l'intérieur de la francophonie, puisque, et ça c'est une autre qualité que l'on doit reconnaître à Bogoumil, il fallait, pour pouvoir réaliser cette aventure-là, tout un montage financier. Et l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, a été un des principaux sponsors de cette expérience-là. Expérience qui, à mon sens, est vraiment très, très importante, et ce, de 2 points de vue. Le premier, c'est que, au lieu de s'orienter vers une publication de livres ou d'un livre en plusieurs tomes, comme l'avait fait Pierre Nora avec ses lieux de mémoire, l'idée était toujours dans une perspective de collaboration nord-sud, est-ouest, genre de collaboration que soutient d'ailleurs l'Agence universitaire de la francophonie, d'aller plutôt vers une formule davantage démocratique. Démocratisation du savoir, en ce sens où, pour avoir accès aux bibliothèques qui contiennent ces mêmes livres, pour avoir accès aux revues même, à condition qu'elles ne soient pas publiées en ligne en accès gratuit, ça prend de l'argent. Et beaucoup de pays dits en voie de développement, que ce soit en Afrique ou ailleurs, n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter ces livres-là, encore moins les moyens d'acheter l'abonnement à des revues. Il faut savoir que certaines revues, pour une bibliothèque, l'abonnement coûte entre 25 000 et 50 000 $ par année. Donc l'idée, c'était plutôt de filmer ces interventions et ensuite de les mettre en ligne. En fait, à l'origine, Bogoumil avait l'idée d'un séminaire virtuel, mais la forme exacte que prendrait ce projet-là a changé avec le temps. Ça a été d'abord des CD qu'on pouvait lire dans n'importe quel lecteur de DVD, formule qui a très bien fonctionné. Les CD étaient envoyés dans les diverses universités dans lesquelles se tenait simultanément le séminaire, parce que c'était aussi l'idée d'avoir divers séminaires qui fonctionnaient par exemple en même temps en Roumanie, en France et au Québec, et d'avoir ces étudiants échangeant entre eux, avec la langue française encore une fois, sur ces expériences de mémoire. Ensuite, la formule a évolué vers du son. Alors, c'était une banque sonore. À l'époque, il faut se situer à Internet, la bande passante n'était pas ce qu'elle est à l'heure actuelle. Mais maintenant que même dans les pays en voie de développement, on a une bonne bande passante, et je pense que les universités investissent prioritairement dans cette bande passante plutôt que d'acheter des abonnements dispendieux à des revues.
il est maintenant possible à ses étudiants, et même à tout le monde, d'avoir accès à ce savoir-là. Et ça, c'est une juste rétribution, à mon avis, de la richesse intellectuelle, et ça donne une possibilité d'éducation que sinon ces gens-là n'auraient pas eu, qui n'ont pas les moyens de se déplacer premièrement pour assister à des conférences, et qui n'ont pas, comme je le disais, non plus les moyens d'équiper leur bibliothèque avec les plus récentes publications, surtout des ouvrages du type des lieux de mémoire, qui sont quand même assez dispendieux, du moins dans leur première édition. Expérience importante aussi, d'un second point de vue, dans la mesure où c'était une valorisation de la culture orale. On vit dans des sociétés où l'écrit est omniprésent, même Internet est une forme de réitération d'une certaine forme de domination culturelle, je dirais, de l'imprimé, de l'écrit. Il n'y en a pas toujours été ainsi. Pendant longtemps, les échanges se faisaient purement au sein de la culture orale. Le 18e siècle, qu'on qualifie de siècle des Lumières, les échanges se faisaient dans ces salons où les lettrés, avant même que leurs livres soient publiés, venaient exposer leurs idées, et il y avait cette possibilité d'en discuter aussi. Et ce qui est intéressant avec la mise en ligne des fichiers, c'est qu'elle se fait aussi à l'intérieur d'une plateforme, celle d'Internet, où les internautes peuvent réagir de la même façon qu'au 18e siècle. On pouvait interpeller l'auteur, lui demander d'éclaircir tel ou tel point, exprimer son désaccord, c'est ce qui est tout à fait sain pour un espace public ouvert. Et c'est cette possibilité-là qui est maintenant à nouveau possible, après cette domination culturelle de l'écrit que je mentionnais, qui est alliée aussi avec les tentatives d'utopie autoritaire où la propagande se faisait par l'imprimé et où il n'y avait plus non plus cet espace public. Et c'est ce qui donne, à mon sens, cette double importance à ce projet. Au moment où nous pensons, et nous espérons collectivement, que le XXe siècle est enfin fini, qu'on en est sorti, qu'on s'en est débarrassé, et que nous sentons aussi que les derniers liens évidents, c'est-à-dire les derniers témoins, ceux que nous pouvons convoquer encore sur la scène médiatique pour qu'ils nous permettent de renouer ces liens virtuels, mais qui nous semblent réels avec l'actualité de cette mémoire. Donc, au moment où ces liens deviennent extrêmement fragiles, nous nous précipitons sur les derniers témoins, pas tellement, somme toute, pour les convoquer, puisque ces témoins nous apportent peu, mais pour les utiliser comme cette courroie de transmission, comme cette possibilité d'entrer dans la mémoire. Et alors, évidemment, comme toujours dans le travail nous allons recourir très largement à ce qu'on pourrait appeler intermédiaires, mais qui sont plus qu'intermédiaires, objets, paysages, images, mais également l'odeur, les goûts, tout ce qui fait travailler, c'est-à-dire tout ce qui crée ces miracles souvenir, miracle de mémoire dont parle Ricoeur, dont on parlait avant, enfin, qui remonte d'une certaine manière à Platon. Et donc, il me semble que la question est très largement également dans la fragilité apparente de ces liens, puisque s'il n'y a aucun lien, la mémoire nous semble impossible, mais il faut bien s'entendre, ces liens, comme tous les liens, peuvent être créés, peuvent être construits. Enfin, il est toujours construit. C'est toujours un travail social qui forge un artefact, et non pas un travail naturel des connexions. C'est pas parce que nous avons un dernier survivant de l'armée, mais exactement parce que nous en faisons un poilu. Donc nous lui donnons déjà une qualité spécifique qui fait de lui un témoin fiable, un témoin à qui nous pouvons faire confiance. Quel phénomène! On ne peut que l'aimer cet homme et l'admirer. Un tel don d'entraînement et d'animation, une pareille ouverture aux autres et aux idées et, pour tout dire, une si rare générosité intellectuelle et humaine. Bogumilkos, c'est d'abord quelqu'un d'une très grande érudition. Je dirais que c'est assez difficile de faire le tour de Bogumil
Et quand on pense tout connaître, il nous surprend toujours avec un nouveau projet de recherche, un nouveau sujet, et puis c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est aussi quelqu'un de polyvalent, dans la mesure où il a commencé en étant spécialiste de son propre pays, l'histoire de la Pologne, et ensuite, au hasard des circonstances, il s'est retrouvé à enseigner en Afrique, et là il a développé un intérêt immense pour l'Afrique, et est devenu ainsi africaniste, spécialiste de l'histoire du Congo, plus particulièrement. Et donc, c'est quelqu'un de polyvalent, et ses projets de recherche ont toujours reflété cette polyvalence-là. C'est à une problématique mondiale de la mémoire qu'il a contribué à me faire accéder. Il avait tout de suite compris que ce n'était pas la peine de m'attirer au Québec pour discuter, une fois de plus, de la possibilité d'exporter les lieux de mémoire. Il m'a fait la surprise de m'entraîner avec ses invités, autour du monde, de Tahiti à l'île Maurice, pour découvrir le griot comme homme-mémoire, une histoire-mémoire inscrite sur les corps des Loubats du Katanga, les colliers de Wampun en Nouvelle-France comme objet-mémoire et le reggae comme lieu de mémoire aux Caraïbes. C'était dépaysant au possible, inattendu, éclairant. Je dois à Bogumil d'avoir mieux compris que mon objet d'étude à moi, loin d'être une spécificité hexagonale, n'était que la première vague d'une lame de fond mondiale. Bogumil, je l'ai connu en 1995, quand j'ai commencé mes études supérieures. Il a été mon directeur aux études supérieures. Et c'est quelqu'un qui m'a séduit de prime abord par son intelligence et aussi cette polyvalence. Il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, j'étudiais, et Bogumil était directeur d'études au CELAT, à l'Université Laval, qui est le centre d'études sur les lettres, les arts et les traditions. Il faut savoir que ce centre-là avait changé de nom un peu auparavant. Il s'appelait le Centre d'études sur la langue, les arts et les traditions des francophones d'Amérique du Nord. Avec l'apport de Bogumil, mais aussi d'autres chercheurs, le centre voulait avoir une vocation davantage internationale, s'intéressant non plus à la langue des francophones d'Amérique du Nord exclusivement, mais en général aux cultures, aux traditions et puis aux lettres des diverses cultures du monde. Donc c'est dans ce laboratoire-là que j'ai connu Bogumil, qui a animé des séminaires où on avait, quand j'y repense, c'était quelque chose d'incroyable, cette chance que l'on avait en tant qu'étudiant d'avoir un séminaire où chaque 2 semaines, on avait un professeur d'Israël, d'Europe, d'Afrique, qui venait nous parler de questions d'identité et de mémoire. Parce que c'est vraiment ces questions-là qui ont été au centre des intérêts de recherche tant de Bogumil que des autres chercheurs du centre, parmi lesquels on compte aussi Jocelyn Letourneau, par exemple, dont les apports sur les questions de mémoire québécoise sont formidables. J'ai connu Bogumil Yeshivishki à l'hiver 1978. J'ai terminé alors un baccalauréat en histoire à l'Université Laval. Depuis quelque temps, l'homme au nom imprononçable intriguait nos imaginations d'étudiants. Le bruit courait en effet qu'il était marxiste, à tout le moins marxisant, ce qui réjouissait nos attentes de jeunes contestataires de corridor. Après quelques semaines de cours, impossible cependant de déterminer si la recrue du département d'histoire était, par ses orientations intellectuelles et ses propos en classe, conforme à la rumeur qui l'avait précédé. Nulle importance au fond. Le type était brillant, formidablement brillant, et c'est ce qui comptait. Oui, j'ai été invité par Bogumil à participer à beaucoup de choses. Au point de vue de la formation de chercheurs, c'était encore une fois une chance incroyable. Participer à des colloques à l'étranger, en Europe, toujours sur ces questions d'identité et de mémoire. Et à partir de 2003, j'ai commencé aussi à participer à son projet qui était né une année auparavant, je pense, en 2002, celui du séminaire virtuel. Évidemment, d'une certaine manière, la mémoire, tout d'abord, est toujours actuelle. Si elle n'est pas actuelle, habituellement, il n'y a pas de travail de mémoire, puisque il me semble que la manière la plus courte de définir la mémoire, c'est évidemment toujours par la présence de l'absent.
C'est-à-dire, si on ne souhaite pas rendre présent l'absent, on recourt à l'histoire et non pas à la mémoire. Et c'est ainsi, me semble-t-il, que nous avons d'abord légitimé la figure du témoin et ensuite, massivement, développé, appelons ça, un appétit pour la mémoire. Parce que, exactement, je pense, c'est pas tellement un intérêt qu'un appétit pour la mémoire. Nous l'écoutons moins, nous la consommons plus, dans le sens presque littéral de ces termes. Elle nous donne l'illusion d'être dedans. Et donc, c'est cet autre élément des spécificités de la mémoire, c'est qu'elle est évidemment très exclusive et extrêmement sélective. Tout le monde l'a dit, il n'y a pas de mémoire s'il n'y a pas d'oubli, mais c'est exactement cette sélectivité de ce qui est oublié qui crée ce qui est présent. Donc on pourrait dire presque qu'à l'inverse de l'histoire qui fonctionne par l'affirmation, par une sorte de plein, la mémoire fonctionne toujours par une sorte de creux, c'est-à-dire elle crée des oublis qui permettent de donner dans les creux de l'oubli une importance particulière par ce qui est ramené au présent. La manière comment l'information sur le monde est présentée par les médias devient de plus en plus notre manière de voir le monde. Elle s'impose insidieusement, lentement, mais elle s'impose. Et dans cette présentation virtuelle d'une actualité qui, en principe, en temps réel, nous est présentée, mais qui, en même temps, crée les doutes. Est-ce que vraiment c'est vrai ce que les images nous présentent? Est-ce que vraiment ça arrive? Est-ce que, dans ce contexte, on n'est pas ramené, encore une fois, à cette recherche d'un lien qui permet de dire, mais cette fois-ci, on n'est pas dans les virtuels. Et le témoin est exactement cette personne, puisqu'elle nous parle non pas des images de nature globale, mais elle nous parle de ce que cette personne a vécu, donc qui nous permet de sortir de ces doutes que les médias progressivement, je pense, infusent dans notre rapport avec le monde. Est-ce que le monde, finalement, n'est pas un monde virtuel? Est-ce que nous ne sommes pas des visiteurs égarés par hasard? Et quel genre de prise on pourra avoir sur le monde qui n'est sans doute qu'une virtualité? Donc, je pense que toutes ces raisons, à mon avis, ont créé un climat dans lequel témoins, expérience et mémoire se sont retrouvés ensemble. Évidemment, dans le sens mémoire serait beaucoup plus un mode des rapports avec le passé qu'un genre particulier, puisque la mémoire est faite autant des narrations, au moins l'impression de pouvoir recomposer un lien avec le passé qui n'est pas un lien d'expert externe, mais qui est le sien. Son bonheur est d'ouvrir et de semer, d'élargir et de complexifier, d'initier et de dépister. Bogumil est un insatiable explorateur savant en quête de passages originaux entre les disciplines scientifiques qu'il sillonne, les objets de recherche qu'il traverse et les continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, qu'il parcourt au fil de ses aventures professionnelles. C'est ainsi que l'homme se distingue, qu'il fait sa marque, qu'il est apprécié et qu'il est aimé. C'est dans cet entre-lieu universel que loge son histoire particulière, que son identité a trouvé refuge et qu'il rayonnera longtemps la mémoire de sa personne. Si tant est qu'il fait un jour relâche, ce qui paraît douteux. D'une part, est-ce que vous avez essayé de corréler l'emploi et tout le reste, c'est-à-dire parce que moi j'ai l'impression qu'à travers le monde occidental et au-delà, il y a de plus en plus d'assimilation en équivalence, citoyenneté-emploi. Et donc les sentiments de ne pas être citoyen comme les autres dans la mesure où on n'a pas d'emploi, ou dans la mesure où on n'a qu'un emploi précaire qui n'est pas assimilé à l'emploi normal. Et je me demande d'ailleurs dans quelle mesure, dans la vague d'immigration
désorganisée ou spontanée, peu importe, l'Afrique, l'informalisation totale des économies du Sud joue ses rôles des renvois massifs vers des zones où les gens espèrent, à tort ou à raison, pouvoir trouver à travers l'emploi, parce qu'il me semble que à la fois c'est très paradoxal dans le monde de plus en plus libéral, où d'une certaine manière l'emploi dépend de moins en moins de l'État, on cherche les liens citoyens par l'emploi, ce qui est d'une certaine manière totalement paradoxal. Et une observation, une seconde, il ne faut pas oublier que la mémoire, c'est aussi la transmission de l'oubli. C'est paradoxal, mais transmission de l'oubli est une forme de part négatif de la mémoire. Tout cela n'a été possible que parce que Bogumił Józefowski a été capable d'apprivoiser plusieurs espaces de vie. L'Europe centrale et orientale, son univers d'enfance, l'Afrique subsaharienne, le milieu de ses premières armes, le Canada et les États-Unis, le milieu de sa maturation, la France et la Belgique, la Roumanie puis les Caraïbes, les lieux de son affermissement dans les pratiques de ce métier exigeant, mais somme toute exaltant, de chercheur et d'enseignant. Tant d'expériences accumulées ont eu le bénéfice de s'additionner et de se féconder mutuellement, tout comme de rendre possibles les éclairages nouveaux et pertinents que reflète d'ailleurs l'ensemble de son œuvre. Les gens les plus opposés partagent l'importance de ces lieux exactement en termes mémoriels. Absolument. Et non pas en termes économiques, parce que autrement, ou même strictement politiques, on pourrait dire. S'il y a de telles passions, c'est qu'exactement, il y a un attachement mémoriel qui n'est pas un attachement cartésien en soi, c'est-à-dire que ces lieux soient considérés comme constitutifs des identités qui s'opposent radicalement. Mais elles s'opposent radicalement pour des raisons de conflit dans le présent, mais en même temps, on partage profondément ces enracinements identitaires. Et donc, dans l'analyse de ce que nous considérons comme mémoire, mais ça indique qu'il existe une mémoire commune, ou au moins qu'il existe des bases communes, des mémoires conflictuelles. Oui, ben, sa marque est indélébile. Il a changé ma façon de voir le monde. Si je ne m'intéressais pas au départ à la mémoire, parce que ma thèse de doctorat ne portait pas du tout sur la mémoire, disons que j'ai été incapable de me débarrasser par la suite de cet intérêt pour la mémoire. En fait, la mémoire est partout. Elle est même au cœur des relations internationales. Si on considère par exemple les relations franco-algériennes qui sont aujourd'hui encore mauvaises, il faut bien le dire, qui affectent la santé économique de l'Algérie. Et tout ça, en fait, relève d'un conflit de mémoire du colonialisme. Et cette incapacité qu'ont Français et Algériens à l'heure actuelle de discuter de ce passé-là, même la possibilité d'échanger, mine sévèrement les relations. Mais ce n'est pas le seul exemple. On peut aussi considérer le cas de la Turquie, par exemple, dont on discute la possible incorporation à l'Union européenne. On mentionne souvent le fait que c'est un défi pour l'Europe que d'intégrer 70 millions de musulmans, mais c'est un défi aussi d'intégrer un pays qui ne reconnaît pas, comme la France le fait avec une loi au début des années 2000, reconnaissant le génocide arménien de 1915. La Turquie ne le fait pas. Comment est-ce qu'on peut intégrer un pays qui ne reconnaît pas une réalité historique aussi grave, dramatique, fondamentale que le génocide arménien? Et un de mes projets de recherche à l'heure actuelle porte justement sur ces conflits de mémoire entre la Russie et puis ses anciens pays satellites, que ce soit les États baltes, que ce soit la Géorgie, la Pologne ou l'Ukraine, et comment il y a ces contentieux de mémoire, des mémoires qui sont impartageables parce que chacun a sa vision, qui sont deux visions qui sont tout à fait inconciliables d'ailleurs de ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale aussi. Par exemple, la vision officielle de la Russie est encore aujourd'hui que l'Armée rouge a libéré ces pays du joug fasciste pour les États baltes. C'est le début d'une nouvelle domination soviétique et la perte à nouveau de toute liberté pour ces pays.
Et c'est la même chose qu'on observe en Ukraine, c'est la même chose en Pologne et dans le Caucase, comme je l'ai mentionné. Donc, c'est vraiment des conflits qui minent les relations diplomatiques, par conséquent les relations économiques. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que la mémoire est partout. La mémoire affecte nos vies en tant que nation aussi. Et c'est le dernier exemple que je donnerai. Mais si on regarde la nation québécoise, comment est-ce qu'elle peut encore se définir par une mémoire enracinée dans un récit fondateur, celui de deux peuples fondateurs, alors que le visage du Québec contemporain est transformé grâce à la mondialisation, grâce à l'immigration, ce qui est vrai du Canada en général, où, selon le dernier recensement, maintenant, 1 personne sur 5 est née à l'étranger. Donc, comment est-ce qu'on réinvente la mémoire? C'est une question importante, parce que sans mémoire, il n'y a pas d'identité. On est ce que l'on raconte avoir été. Et aussi, on se projette dans un futur. Et pour se projeter, il faut avoir aussi une conscience d'où l'on vient. Alors, comment réinventer ce récit en faisant place à l'autre, sans perdre non plus de notre identité? Ça, c'est des défis. Autant que la pacification des mémoires, si elle est possible, je vais simplement poser la question, est également un défi. Il y a aussi celle de concilier ces diverses mémoires individuelles d'individus qui viennent d'horizons diverses.